Salut à tous, bienvenue pour cet événement spécial, enfin c'est le Golasso spécial Sporting aujourd'hui, oui pour les vacances, en tout cas pour la période de Noël. Avec toute l'équipe, on a décidé de faire 4 émissions spéciales pour les trois clubs, trois grands clubs, Porto, Benfica et Sporting, et les clubs du Nord, Benfica, Braga et Guimarães. Et donc ce premier épisode pour cette période de Noël, ce sera donc dédié au Sporting. Et donc pour m'accompagner aujourd'hui, Jordan, notre habitué du Sporting. Jordan, comment tu vas? Salut Mathieu, ça va bien et toi? Bah, moi, ça va très bien. Donc, je rappelle, moi, je ne suis pas pour le Sporting, mais il fallait bien quelqu'un qui présente. Et, et donc nous avons un petit nouveau qui est aussi supporter du Sporting et dont on a le plaisir d'accueillir pour cette émission spéciale sur le club Lisboète, Sergio. Sergio, comment vas-tu? Ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation et ça a été un plaisir de discuter avec vous. Bah, c'est De un notre plaisir côté aussi. c'est un plaisir pour notre côté aussi, plaisir de toute l'équipe. Donc quel est l'objectif de cette émission aujourd'hui? C'est de faire un premier bilan en fait de ces 4 premiers mois de compétition depuis le mois d'août du Sporting, un début de saison très mouvementé avec le départ de Marcel Kaiser, l'arrivée d'un abord de l'intérimaire Lionel Pontes avant l'arrivée officielle de l'entraîneur actuel George Silas. Et donc voilà, faire un point sur ce qui s'est passé sur le classement actuellement en championnat. Ensuite, parler un petit peu aussi de ce qu'est en train de mettre en place Silas, ce qui est plutôt intéressant, en tout cas sur les deux derniers, en tout cas sur le dernier match surtout, face à Santa Clara, mais aussi sur l'avant-dernier match d'Europa League face au PSV Eindhoven, et donc voir un peu rapidement ce qui est mis en place au niveau du jeu. Et ensuite, les attentes. Quelles sont les attentes pour le Sporting pour la fin de saison, bien sûr, pour les derniers mois, pour les mois qui vont venir, et même un peu peut-être se projeter sur la saison d'après avec le possible départ de Bruno Fernandes qui fait toujours parler dans la capitale portugaise. Donc on va commencer tout de suite par le premier bilan, et donc la question est simple, je vais commencer par Jordan. Le premier bilan pour toi de cette saison du côté du Sporting après 4 mois très mouvementés. Pour moi, la conclusion, elle est très facile à faire, c'est que ces 6 premiers mois sont ratés, tout simplement. Ouais, On peut c'est clair. dire qu'ils sont complètement ratés. Après, je pense que ce sera surtout divisé en deux. La première partie de saison qui est une catastrophe complète, puis l'arrivée de Silas qui redonne un peu d'air à ce Sporting et qui pour le coup est peut-être le seul bon choix de ces 4-5 derniers mois. Donc je ne sais pas si Sergio sur ce premier point, tu es d'accord avec moi? Je suis complètement d'accord pour le moment, ouais, tout à fait. Parce que du coup, on a vu surtout. En fait, moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est un manque de professionnalisme de la direction. Que ce soit la pré-saison déjà qui a été une catastrophe, que des défaites, une prépa physique très Ouais. étrange. Sachant que personnellement, pour ma part, c'est un point où j'attendais beaucoup Varandas parce qu'il nous promettait comment dire, c'est son, son vrai métier entre guillemets, sa formation, c'est médecin. Il nous a Il nous promettait une cellule de performance Performance. sportive. Et, voilà, c'est ça. Mm. Et au final, on se retrouve à être encore pire qu'avant. Alors que pour ma part, c'était limite le point fort de son projet. Et ça se retrouve à être un point faible. Donc, premier point. Ensuite, la fin du mercato, c'est une catastrophe. Oui. Le fait de vendre Rafinha le dernier soir. De l'autre côté, Surtout les Matheus arrivées. est parti. Les arrivées du Bolassi en prêt, Fernando en prêt sans option d'achat, Ressé en prêt, tout le 31. Enfin, pour moi, normalement, le 31, la pré-saison, elle est censée être finie depuis très longtemps. Une saison, ça se Tout à fait. prépare pas fin août, ça se prépare dès mai, des fois, voire juin. Donc, il y a eu ce point-là. Ensuite, il y a eu le point du licenciement de Kaiser. Moi, le point du licenciement de Kaiser, je n'étais pas forcément contre, mais si c'est bien fait. Le timing n'était pas spécialement mauvais. Moi, ce qui m'a gêné, c'est de prendre un coach comme Pontes. Si c'était pour faire l'intérim 3 jours, d'accord. Le problème, c'est qu'il a fait l'intérim combien de temps? Plus de 15 Six jours, je six matchs, pense. ouais. Ouais. Ouais, c'est Parce qu'il y ça, a eu 6 l'Europa matchs. League et la Coupe de la Ligue, donc ouais, c'était 6 matchs à peu près, je crois. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre comment une direction peut donner 6 matchs à Pontes. C'était pas de l'intérim, juste le temps de trouver le nouveau coach. Là, j'ai l'impression c'est qu'ils lui ont vraiment donné une chance et qu'ils ont vraiment pensé l'espace d'un instant que ça pouvait potentiellement être une bonne idée de le garder en coach principal. Et ça, je trouve ça quand même assez inquiétant. Ouais. Surtout qu'on a eu Enfin, l'impression qu'ils ont voulu faire une Bruno Lage, mais du côté du Sporting, quoi. oui, sauf que Ouais. on va pas comparer les deux profils, On va, ils n'ont rien à voir. sauf qu'on va peut-être pas On parle comparer.
un gars qu'on est parti chercher en D3 espagnol, qui a fini dernier de D3 espagnol, qui a coaché en Hongrie, etc. Et de Qui n'a l'autre aucune côté, référence. voilà, c'est ça. Et de l'autre côté, tu compares un jeune coach qui a fait toutes ces gammes à Benfica, qui connaît le club En parfaitement. Angleterre aussi, qui a travaillé en Angleterre. Ouais. Mais ça, qui a été adjoint de Carvalhal, oui, longtemps. Voilà, très longtemps, ça. Donc, qui a une certaine expérience. Et pour le coup, c'était sa première vraie expérience, mais Oui, c'était c'est une ça. suite logique. C'est vrai. Là, Pontes, c'était oui. pas du tout une suite logique. Surtout que Pontes avait déjà eu des expériences au Maritimo, déjà en professionnel, donc oui. Il y avait Aussi, quand même... oui, où c'était un flop c'est un complet flop au Maritimo. Ouais. Donc voilà. Donc, il a jamais réussi, en fait. Non, jamais. Peu Ça, importe c'est- où il est passé, il n'y a jamais eu un oui, bon, c'était pas mal. Mais jamais. Le seul bon, c'était pas mal, c'était avec les U23 de Sporting pendant un mois. Ouais, Sachant qu'on sait très bien que les U23, c'est pas non plus très très compétitif. On est censé être le gros favori. Et là, au final, même maintenant, ça se retrouve être un flop avec les U23. Ça se passe plutôt mal sur ces derniers matchs. Donc, ce choix-là, pour moi, ce choix-là, en fait, rien que ce choix-là seul décrédibilisait complètement la direction. En fait, c'est un choix tellement fort et mauvais que tout le bon que tu peux faire aurait été décrédibilisé. Et là, le problème, c'est que ça arrivait au milieu d'une spirale négative en plus de ça. Donc, Puis il a fini par remettre en cause beaucoup de choses, vu qu'on a eu pas mal de mauvais résultats. Et ouais, c'est ça. là, on a été largué avec Pontes, quoi. Ouais, c'est comme si 2 mois de saison avaient suffi à limite finir notre saison, vu qu'au final, on se retrouve largué en championnat, qui est le principal objectif, sachant que la 3e place ne qualifie plus en Ligue des Champions. Donc là, on est cette année, oui. Donc pour cette année, c'est comme si le championnat était déjà quasiment fini. La tasse, bon, c'est pas lui, mais au final, on s'est retrouvé au milieu d'une spirale négative et il s'est passé ce qui s'est passé contre Alverca. Là, l'Europa League, au final, il nous avait mis dans une mauvaise passe en plus de ça, en réalité. Tu perds le premier match, oui. Voilà. La Taçada Ligue, c'est comme si c'était fini aussi. On a perdu, c'est ça, hein, le premier match. Le premier match, ça Rio Ave. Oui, ça Rio Ave. Contre Rio Ave, il me semble. C'est ça. Donc pareil, la Taçada League, c'est quasiment fini. Bon, on tourne l'émission le samedi après-midi. L'émission sortira plus tard. Peut-être qu'au final, on est passé, on ne sait pas. Mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est comme si c'est mal engagé. Fini. Ouais. C'est ça. La qualif ne dépend pas de nous. Oui, la qualif dépend de Rio Ave surtout. C'est ça. Donc ça paraît compliqué. Et dans tous les cas, bon, c'est la dernière des compétitions. Disons qu'une victoire en Taçada League ne sauverait rien. Donc pour moi, ce qui reste dans cette saison, c'est l'Europa League et uniquement l'Europa League. Sergio, tu partages l'avis de Jordan ? Ouais, globalement, je partage son avis. Je voudrais juste rajouter un petit point, c'est remettre le curseur de nos ambitions en début de saison, en fait. Comment on avait terminé la saison dernière ? On avait terminé la saison dernière avec 2 titres, avec la victoire en Taça de Portugal, avec une saison qui était plutôt positive, même si c'était une saison de transition, elle était plutôt positive, je trouve, globalement. Et voilà, on s'imaginait que cette saison, on pouvait faire mieux. Et donc, les ambitions étaient assez élevées, je pense. Et donc, comme l'a dit Jordan, en 2 mois, toutes ces ambitions sont parties en fumée, on va dire. Il a bien fait le résumé de Kaiser, de Pontes. Et voilà, donc si là c'est arrivé à un moment où finalement, il n'y a presque plus rien à jouer au niveau championnat, on va peut-être essayer d'arracher la 2e place. Ça va se jouer dans les 15 jours, dans le mois qui vient. On le saura très vite. Ouais, c'est ça. Si on gagne à Alvalade contre Porto, on revient à 6 points, si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc c'est le dernier petit espoir. Si on perd ce match-là, c'est complètement fini. Exactement. Et voilà, la Ligue Europa, finalement, on a eu un petit peu de chance au tirage. Je m'y attendais pas du tout. Et pour une fois, on a un petit peu de chance et on va voir si on va loin. J'espère que Silas va tout mettre dans cette compétition quand même. Et je pense que la saison va se définir sur l'Europa League et ne pas être trop largué vis-à-vis de la 2e place, essayer de titiller Porto jusqu'au bout, au minimum, j'espère. Oui, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Je dis la fin de saison est sur l'Europa League, mais il ne faut pas non plus complètement lâcher la Liga et finir 5e de Liga serait une catastrophe. Et au final, ce n'est pas une question sportive ou pour le futur, etc., mais c'est une question d'image. Tu ne peux pas être Sporting et finir 5e et retourner
à cette place, c'est pas possible. Et je te rejoins parfaitement sur le fait qu'au final, même pas la première année de Varandas, parce qu'il arrive en cours de saison, mais les 8 premiers mois de Varandas étaient plutôt positifs et prometteurs. On va dire que cette saison-là, en temps normal, on n'aurait pas dit que c'était une bonne saison, mais vu le contexte, etc., je trouve que ça lançait plutôt bien le projet. Et au final, le projet, il a explosé en 2 mois. Après, je veux dire même en un jour, quoi, parce qu'au final, t'as eu ton mercato et le lendemain, t'as viré Kaiser. Donc au final, tu t'es mis dans une situation très compliquée en quelques jours. C'est exactement ça. Ouais. Après, il y a Silas qui peut-être est en train de le sauver, mais ça me paraît quand même compliqué. On verra. Au final, ce qui a été reproché à Silas, il y a eu son match contre Lask, le dernier match de phase de groupe de l'Europa League. Ça lui a été quand même pas mal reproché au niveau des supporters au final, de mettre une équipe B, de prendre le risque de perdre et de se taper un gros en 16e. Parce qu'au final, on faisait un match nul, on finissait premier. Au final, il a eu de la chance dans son malheur. Façon de parler, parce que je ne veux pas dénigrer les Turcs. Pour moi, on n'est pas forcément le favori pour passer. Mais bon, je préfère quand même me taper Istanbul plutôt que l'Ajax ou l'Inter. Ouais. Sans vouloir dénigrer les Turcs. Après, je ne dis même pas qu'on est favori. Je ne sais pas si on passera. On verra. Honnêtement, ça dépend de notre évolution sur les 2 prochains mois, tout simplement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Si on est au niveau actuel dans 2 mois, je pense qu'on ne passe pas, honnêtement. Après, je vois des phases de progression dans le Sporting de Silas et peut-être que dans 2 mois, on trouvera une vraie animation offensive ou l'évolution à suivre. On prend un peu le pas sur les attentes de la deuxième partie de saison, mais tout va se jouer finalement sur ce mois de janvier. Souvent, les équipes, elles se construisent sur les gros matchs aussi. Et on joue Porto et Benfica. C'est simple, soit on fait un bon résultat, qu'on arrive à construire quelque chose. Et comme tu dis, peut-être qu'on arrivera à avoir une équipe pour jouer l'Europa League. Ou alors on se fracasse dans le derby et dans le Classico. Et là, jouer l'Europa League, ça va être très compliqué, même psychologiquement. Même le contexte va être de plus en plus pesant. Donc, tout à fait, ouais. C'est vrai. Sur le contexte, en fait, il est très, très particulier. Et comment dire, imaginons à Alvalade, on reçoit Benfica, on se prend un 3-0, ça explose et tu peux être sûr que la saison, elle se finit là-dessus, en fait. Le contexte est beaucoup trop important dans le Sporting actuel et prend le dessus sur le sportif même à certains moments, on a l'impression. Ouais, c'est assez caractéristique de chez nous. Soit toujours là. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Ouais. Alors, je voulais juste rajouter que Başakşehir en Ligue Europa, ça s'est qualifié dans le groupe de l'AS Roma et de Mönchengladbach notamment. Ils ont fini premier de la poule. Ils ont éliminé Mönchengladbach lors de la dernière journée, qui est actuellement premier en Bundesliga. Donc après, la vérité de décembre n'est pas la même vérité que février, on le sait. Mais voilà, c'était juste pour placer ce point-là. Et donc oui, pour aller sur notre deuxième grand point, c'est-à-dire les attentes. Déjà au niveau du jeu, on en avait parlé en off, Jordan, sur est-ce que le système actuellement que met en place Silas, et est-ce que le jeu que met en place Silas actuellement est propice simplement à l'expression collective à l'expression tout court de Bruno Fernandes. Alors ça, c'est un sujet assez intéressant, je trouve. C'est que, comment dire, au final, sous Silas, les idées de jeu sont claires. On va avoir un jeu de possession. Et comment dire, je pense que ce n'est pas le système dans lequel Bruno Fernandes s'exprime le mieux. Et c'est là où on se retrouve face à une sorte de dilemme. C'est est-ce qu'on met Bruno Fernandes dans les meilleures conditions et du coup on appliquerait un jeu de transition ou de semi-transition, ou est-ce que on se dit tout simplement, on croit en les idées de notre coach. Dans tous les cas, Bruno Fernandes sera fort. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas forcément un joueur de possession, mais il restera bon dans ce domaine. Juste peut-être moins bon, il statera moins, etc., etc. Donc, pour l'instant, c'est assez compliqué de répondre parce qu'on n'a toujours pas eu de gros matchs, etc. Et que pour l'instant, les idées offensives, elles sont proches Bon, je suis peut-être un petit peu sévère, mais proches du néant. Mais donc pour l'instant, c'est pas forcément une bonne idée, mais moi j'ai envie de croire en Silas, j'ai envie de croire en ses idées, et je me dis que peut-être qu'il arrivera à développer une vraie animation offensive. Et après aussi, le truc, c'est peut-être que ça passera par le mercato de janvier, parce qu'il y a quand même quelques trous noirs, notamment sur l'aile droite, qui sont assez inquiétants. Alors moi, il me fait peur le mercato de janvier, je t'avoue. En fait, c'est ça. En fait, de base, si on avait eu cette conversation il y a 1 an dans la même situation uniquement sportive, je
je me serais dit, bon, ça va quand même, ils ont recruté un petit Felipe, pas trop cher, qui fait plutôt bien le travail, etc. En fait, vu comment s'est passé le dernier mercato, là d'un coup, je suis moins serein. Ouais, parce que j'ai peur qu'on perde des joueurs qui, même s'ils sont pas fabuleux, mais qui aident, quoi. Et qu'on Comme Acuna, par exemple. Exactement. C'est exactement à lui que je pensais, qu'on se retrouve avec des joueurs plus faibles. Et c'est ce qui s'est passé en mois d'août, c'est que finalement, le niveau global de l'équipe s'est affaibli. C'est surtout ce qu'on disait avec Rafinha, c'est-à-dire que c'était peut-être pas le joueur le plus intelligent sur le terrain, c'est pas celui qui transcendait les foules du côté du Sporting, mais pourtant on se rend compte que bon, au final tu l'as remplacé par Bolassier ou Ressé et que t'as perdu quelque chose au final avec le départ de, même si t'as gagné financièrement avec le départ à Rennes, mais t'as perdu quelque chose au moins sur le terrain. Ouais, c'est exactement ça. Par exemple, moi pour décrire Acuna, la façon dont je le décris, c'est que c'est un joueur moyen bon, on va dire, qui pour moi n'aurait pas forcément le niveau d'un bon Sporting, d'un grand Sporting avec des ambitions, mais à l'heure actuelle, tu retires Acuna de ton 11, bah forcément tu perds en niveau avec ce Sporting actuel. Donc, et c'est là que c'est un peu compliqué, c'est que tu dis, bon, parfois tu peux recevoir des offres de 20, 25 millions, ça fait de l'argent quand même, etc., pour un joueur qui ne serait pas là dans un grand Sporting, mais tu dis, bon, bah, au final, vu comment on le remplace, qu'est-ce que je m'en fiche d'avoir 20 millions ou 25 millions, quoi. Exactement. Donc on est un peu dans un dilemme. C'est là aussi où on en vient, on parle de Silas, est-ce que Silas peut apporter en termes de dynamique, de son jeu de possession, l'importance que peut avoir Bruno Fernandes, mais du coup on oublie un peu ce qu'il y a autour de Bruno Fernandes et finalement si on regarde un peu le niveau global de l'équipe, est-ce que Silas cette année pourra réellement créer quelque chose de joli? C'est ce qui m'inquiète. Je ne suis pas sûr quand je vois les couloirs, c'est catastrophique. Les couloirs offensifs devant, ou défensifs oui. Devant. Que ce soit devant, même derrière, ça a l'air de s'être amélioré contre Santa Clara, mais c'est pas non plus. Je pense que ça s'est surtout amélioré via Silas, en fait, tout simplement. C'est qu'il tactiquement, on est très nettement meilleur derrière. Mais je parle là de l'animation offensive. Ouais, je suis d'accord sur le fait qu'on défend mieux, mais sur l'animation offensive derrière, si on a un jeu de possession, je pense que du coup, les coups, il faut que ça aide. Et là, je suis d'accord avec toi. Là, le niveau global de l'équipe, même au milieu de terrain, finalement, à part Bruno Fernandes, moi, j'attendais beaucoup de Wendel cette saison. Et voilà, je pense qu'il doit encore progresser pour atteindre un niveau supérieur et être un cadre de cette équipe. Moi, c'est ce que j'attends cette saison et je ne l'ai pas vu. C'est clair, je te rejoins à 1000% là-dessus. Pour moi, Wendel devrait être le cadre derrière Bruno Fernandes. Au final, on retrouve un joueur en courant alternatif qui sort des gros matchs, des matchs moyens. Exactement. C'est peut-être aussi une question de concurrence, je sais pas trop. Vietto, j'ai un peu ce problème-là aussi. Je me dis, Vietto sur l'aile gauche titulaire, ça pourrait très bien le faire, mais au final, le gars a zéro concurrence et il te sort des matchs sur courant alternatif. Il est capable du meilleur comme du pire. Je me dis, avec de la concurrence, il ferait certainement mieux. C'est pas forcément l'aile gauche offensive d'ailleurs qui me gêne, c'est plus l'aile droite où là, même, on n'a personne, tout simplement. Donc, je sais pas, c'est un jeu de toi, par exemple, tu nous vois finir la saison avec qui sur l'aile droite, si ça reste comme ça? Je suis convaincu que Bolassier va finir sur l'aile droite. Ouais, mais Bolassier avec un jeu de possession. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on a des alternatives sur le banc? Ah, voilà, c'est ça. Sur la droite. Moi, j'avais des espoirs en Camacho, mais pour l'instant, de ce qu'on voit de lui, c'est pas très très bon. Plata, il paraît pas du tout prêt. Et en plus de ça, au final, il est un peu dans l'entre-deux. Il joue plus en U23, il joue pas en A. Donc, je sais pas ce qui s'est passé avec Plata. Voilà. Je ne sais pas si le jeu de possession est réellement fait pour lui. Je ne sais pas non plus. J'ai pas assez vu. Plus de ça, ouais. J'ai pas assez vu ce joueur jouer. Donc il y a beaucoup d'interrogations et aucune certitude sur la capacité de Silas à pouvoir créer quelque chose d'offensif, de plaisant à voir. Et forcément, si le mercato d'hiver ne nous apporte pas, j'ai un petit espoir, c'est Pedro Mendes qui arrive, sans doute en janvier, qui va intégrer l'équipe, qui va mettre un peu de concurrence devant. C'est ça. Pour moi, Pedro Mendes, il ne va pas forcément apporter dans le 11 type, etc. Mais le fait de concurrencer Felipe, je suis tout à fait d'accord. Tu auras des alternatives, etc., etc. Donc ça, je suis d'accord. Mais sur le 11 type en lui-même, c'est pas forcément le 9 qui me gêne. Moi, je me dis Felipe,
quand je vois Felipe en 9 et que je vois Bolassi à droite, bah, je me dis le problème il est clair, c'est pas Felipe. Oui, je suis d'accord. C'est pareil, c'est pareil qu'Acuna, c'est dans un grand Sporting, Felipe ne peut pas être le 9 titulaire. Ça, c'est Mais sûr. quand tu vois les problèmes qu'on a à l'heure actuelle, c'est loin d'être notre gros problème. Et sur l'aile droite, il y a un petit truc, c'est un joueur que je connais pas honnêtement, qui peut-être va exploser. Je n'arrive pas du tout à situer son niveau, je l'ai vu jouer 20 minutes dans ma vie. C'est Fernando. Peut-être qu'au final, la solution passera par Fernando, je n'en sais rien. Mais qui a marqué hier. Je l'ai vu marquer un but hier et il jouait sur le couloir gauche. Donc. Ah, il jouait sur le couloir gauche, ok. Ouais, il est rentré. Après, je sais qu'il peut jouer des deux côtés normalement, mais avec le U23, possible qu'il ait joué sur le côté gauche, je sais pas du tout. Ouais. Donc c'est très très inquiétant. Après, s'il peut toujours concurrencer Vieto, bon, c'est toujours ça. Mais moi, ce qui m'inquiète vraiment, dans le 11 type, c'est l'aile droite. Ça m'inquiète encore plus que le 6, où au final, Doumbia est très moyen, mais on voit qu'il a tendance à s'améliorer, etc. et qu'il peut limiter la casse. Mais ne pas avoir d'ailier droit, en plus de ça, dans un championnat comme la Liga NOS, où tu vas rencontrer des bus la moitié du temps, les 3/4 du temps, bon courage à Silas pour développer une animation offensive. Ouais, c'est vrai. Donc ça dynamite un peu sur les couloirs. Donc les gars, au niveau des objectifs, bon, la Coupe du Portugal c'est fini, on le sait. La Coupe de la Ligue, à l'heure où on est, l'heure où on arrange cette émission, on va dire que c'est fini aussi. Le championnat, au final, si le Sporting finit 3e, c'est un moindre mal. Et au final, tout se joue sur la Coupe de la Ligue, sur l'Europa League, si on vous écoute bien. Ouais. Voilà. Clairement. Ouais. Et par contre, j'aimerais rebondir vite fait sur. Au final, on a l'impression aussi que cette saison-là, même si on avait donné cette dénomination de saison de transition déjà l'année dernière, est-ce qu'on peut penser aussi que si Silas reste la saison prochaine, est-ce que ça peut déjà être une saison de transition aussi pour lui, pour l'année prochaine, s'il reste, sachant peut-être que logiquement Bruno Fernandes ne sera peut-être plus là l'année prochaine. Est-ce que vous vous attendez quand même comme l'avait dit Jordan au début d'émission, que déjà au mois de mai, au mois de juin, en tout cas un petit peu avant la fin de la saison, on commence à avoir des vraies actions pour anticiper tout simplement la saison prochaine pour le Sporting. Après, c'est qu'on est le club dans la situation la plus particulière au monde, c'est qu'on est le club dont les supporters ne peuvent pas faire plus de saisons de transition en fait. Quand t'es pas champion, c'est ça le problème. En fait, c'est qu'on est dans un entre-deux qui est terrible. C'est qu'on a besoin de ces saisons. Faut être réaliste, on en a besoin. On n'est pas au niveau. Mais c'est compliqué de demander à des gens qui n'ont pas vu le titre depuis 18 ans de encore faire des saisons de transition. Donc, je pense qu'on doit passer par là, mais il y a un moment où ça va exploser. C'est un entre-deux terrible. C'est un constat. À chaque saison au Sporting, c'est toujours. On se retrouve à faire ce bilan-là et à se dire on va préparer la saison prochaine. Toutes les saisons. Voilà. On a eu la saison 2015-2016 où c'était splendide et on ne s'est pas posé cette question-là. Mais sinon, je ne me souviens pas d'une autre saison où je ne me suis pas dit on va essayer de préparer la saison prochaine. Ouais, c'est terrible. Donc, et sachant qu'en plus, en vrai, la plus grosse probabilité à l'heure actuelle d'avoir un championnat, c'est de faire un projet sur 3-4 ans. Et c'est là qu'on aura notre plus haut niveau, notre pic sur une saison. Mais tu peux pas demander aux supporters à l'heure actuelle, tu peux pas leur présenter un projet sur 3-4 ans. C'est impossible. Et c'est là où c'est encore pire, c'est que dans les années BDC, on va dire qu'il y avait une certaine pente ou plus ou moins pente. Et on se disait, on est sur le bon chemin. On n'a pas été champion en 2016, mais on le sera dans les années à venir, c'est sûr. Il y aura un an, on y arrivera. C'est peut-être dans 4 ans, dans 3 ans, je ne sais pas, mais on le sera. J'avais cette conviction aussi. À l'heure actuelle, tu me dis on n'est pas champion dans les 10 ans, je peux y croire. Là, tu n'as pas de fil directeur, tu ne sais pas vers quoi tu te diriges. Là, je n'ai pas ce sentiment de me dire c'est bon, là, dans les X années, c'est sûr, il y aura une année, on le saura. Le contexte fait que aussi que cette direction, c'est pas. Il y a beaucoup de contre-pouvoirs on ne sait même pas si elle va aller au bout de son mandat, par exemple. Aussi, peut-être qu'en février, ce sera fini. Exactement. Donc, la stabilité, c'est très important. Et avec l'RBDC, on a eu un petit peu de stabilité au départ. Et finalement, on est retombé dans nos travers. Et donc, on ne sait pas. Donc, toujours, on prépare la saison suivante. Mais au final, la saison suivante peut être
Encore pire. À l'image de la saison de Kaiser cette année. C'est-à-dire Ouais, qu'en c'est ça. septembre, Silas a plus d'espoir et il est dehors, quoi. Ouais, je te rejoins 1000 fois. Donc les gens, Du coup, bah, au niveau des objectifs de l'année, je pense que pour que la saison soit peut-être, je dirais même pas réussie, pour que la saison soit en demi-teinte, il faudrait un dernier carré d'Europa League. Ce qui est très très compliqué. Hein. après, ça dépend aussi des adversaires. Si, comme il y a 2 ans, tu affrontes l'Atlético en quart de finale et que tu fais les 2 belles perfs que tu as fait, bon, au final, t'es pas si mécontent que ça d'arriver au moins jusqu'en quart de finale. Faudrait Après, des faut gros arriver matchs jusqu'en quart de d'Europa finale. League face à un gros adversaire. Ouais. Et là, je décris pas une saison réussie. Hein. Je décris une saison Donc, en correct. demi-teinte et comment dire, une saison avec de l'espoir pour le futur peut-être. Tout à fait. Le niveau de l'Europa League était quand même un petit peu plus relevé qu'à l'époque où les clubs portugais allaient très loin. Ouais. Et inversement, les clubs portugais, je pense, sont plutôt dans une phase où ils sont pas en progression aussi. Donc, aller loin pour nous, ce serait un miracle en Europa League, je pense, honnêtement. Oui, clairement, clairement. Je te rejoins. Mais c'est la seule façon de sauver la saison. Moi, je pense que plus que le résultat, puisque on n'a pas de résultat à attendre cette saison, je pense que si Silas arrive à essayer de proposer quelque chose dans le jeu et qu'il remette le spectacle au cœur du stade, on va dire, voilà, je pense qu'on sera plus patient pour préparer la saison prochaine. C'est ça, genre un gros match contre Porto, une grosse victoire, des gros matchs en Europe. Ou une belle série de plusieurs victoires. Voilà, je te rejoins, je te rejoins. Après, pour que la saison soit réussie, on se dise, bon, la saison a été réussie, de toute façon, il n'y a qu'une seule chose, hein, c'est gagner Europa League. Et honnêtement, je ne pense pas qu'on la gagnera. Mais pour pouvoir dire la saison a été réussie, il n'y a que ça qui pourra nous faire dire la saison a été réussie. Donc, sachant bon, que Silas, quand il était à Belenenses, était un entraîneur qui avait une bonne réputation face aux grosses équipes, voire aux très gros même. L'année dernière, c'était le Belenenses de Silas, c'était la seule équipe à pas avoir perdu face à Benfica. Donc sur ces 2 saisons à Belenenses, il a eu des très très bons résultats face aux grandes équipes. Il a eu qu'un seul flop contre les gros, c'est en fin de saison contre Kaiser. Quelque chose comme ça. C'est le seul match où vraiment il est passé à côté. Le reste, pour avoir vu tous les Belenenses Porto, Belenenses Benfica et Belenenses Sporting, à chaque fois c'était très très bon. On se souvient d'un penalty à la dernière minute de Porto contre Belenenses, donc le Belenenses qui fait match nul contre Benfica, etc. Genre vraiment à chaque fois c'était très bon pour le coup. Les gars, on arrive bientôt à la fin, donc je voulais un petit dernier sujet, le top flop de ce début de saison pour toi, Jordan. Alors, j'aurais 2 choses. J'aurais le flop direction et donc au niveau de ses choix, etc. Le choix à Pontes, la fin du mercato, etc., comme on en a parlé. Et après, les flops joueurs, j'ai un joueur qui me déçoit beaucoup, c'est Camacho. Raphaël Camacho. Honnêtement, je me disais, avec la concurrence sur l'aile, etc., il pourrait faire quelque chose. Et au final, pour l'instant, c'est rien. Après, bon, c'est les premiers mois. Peut-être qu'il va se réveiller sur la deuxième moitié de saison. Surtout que là, ça a l'air de bien l'aimer pour le coup. Il est tout le temps dans la convoque. Et surtout Camacho, parce qu'après, c'était pas forcément des joueurs en qui j'attendais des choses. D'accord. Camacho, pour le coup, lui, j'attendais beaucoup de lui, et donc c'est vraiment ma grosse déception. Après, t'as l'équipe en elle-même, les routines, etc., c'est décevant. Au niveau des tops, j'en ai 3. Bon, je pense qu'ils sont assez clairs pour 2 surtout. Donc le premier, BF reste un top. Le second, Mathieu, qui est incroyable. Incroyable. Pour moi, il va falloir le remplacer aussi. Ah oui. Ça va être un gros chantier si on ne le garde pas. Parce que Mathieu, pour moi, honnêtement, c'est même pas je le place juste derrière BF. C'est pas loin d'être au niveau même de BF, niveau importance. Hein. C'est vraiment fantastique ce qu'il nous fait, que ce soit défensivement ou offensivement d'ailleurs, des 2 côtés du terrain. Et mon 3e top, c'est un top un peu particulier peut-être, c'est Felipe, qui au final, pour une recrue qui n'a quasiment rien coûté, qui est notre seul neuf, se débrouille plutôt bien et fait plutôt le taf pour le type de joueur que tu as recruté. Si je l'avais recruté au prix de DOS, par exemple, bon, je le mettrais pas dans les tops. Mais pour un joueur que tu as acheté pour une bouchée de pain, en qui personne ne croyait de base, je me dis, finalement, il fait plutôt bien le taf et il fait mieux le taf que nos ailiers et que la plupart de nos joueurs. Donc, pour ma part, c'est ça. Ok. Et Sergio ? Alors moi en top, premier top, les cadres répondent présents quand même, donc Bruno Fernandes et Mathieu. Deuxième top, ce serait les choix forts de Silas, que j'apprécie.
notamment de remplacer le gardien. Je vais faire le poste de gardien. C'est toujours un choix fort pour le coach, ça. Toujours un choix fort. Alors, en flop, j'ai eu peur du manque d'ambition de Silas en Ligue Europa et j'ai peur que ça se reproduise. Donc, un flop en demi-teinte, on va dire. J'espère me tromper. Un deuxième flop, c'est la disparition de Plata, qui au départ il était dans les convocations et désormais on ne le voit plus. Donc voilà pour mes deux tops et mes deux flops. Et, un troisième flop, mais bon, celui-là il est évident, c'est la direction qui a vraiment fait flopper cette saison, je pense, dès le mois de juillet, dès le mois d'août. Voilà. Ok les gars, vous rejoignez un peu sur et même flop. Sur ceux que j'ai pas cités, honnêtement, je te rejoins, que ce soit Plata, etc., le choix de Max. Au final, on voit que il y a beaucoup de discordance au niveau des Sporting, mais qu'au final, dans les grandes lignes, ce qui est bien fait et ce qui est mal fait, quand même, ça se rejoint beaucoup et ça paraît plutôt clair, quoi. Ouais. Souvent, ce qui discorde, c'est quand on sort du terrain et c'est ça, c'est exactement ça. La politique du club qui prend trop de place. Voilà. Ouais, je te rejoins à 1000%. Ok, je pense qu'on a été complet, les gars. Juste un petit truc. Est-ce que tu vois des U23 rejoindre la A dans les 6 mois ? Moi ou Sergio ? Toi aussi, mais de base Sergio. Alors moi honnêtement, je suis vraiment. Alors j'aime beaucoup les U23, le fait qu'on puisse former des joueurs, mais j'accorde pas autant d'importance que ça aux jeunes joueurs. Pour moi, un joueur, ça doit être quelque chose de donc, je ne sais pas, je vois pas trop de joueurs qui puissent arriver et je les suis pas plus que ça, puisque pour moi un joueur ça doit faire ses preuves en équipe A et il peut être bon en U23 et être très mauvais en A. Donc sur ce point je pourrais pas te répondre. Ouais, je te rejoins sur le fait que dans les U23 au final les meilleurs U23 c'est la génération 2002 quoi, donc qui sont encore beaucoup trop jeunes et c'est pas forcément les meilleurs en U23 à l'heure actuelle. Et les Joelson, etc. C'est ça. Joelson, Mendes, etc. Et c'est pas forcément les meilleurs en U23 pour le moment, donc je pense que malheureusement ils ont pas forcément leur place en A encore. Et c'est là où on est un peu dans une situation bizarre, c'est que notre A a beaucoup de trous. Et nos jeunes, en fait, ne sont pas encore prêts parce que la génération qui pourrait monter en A à l'heure actuelle, c'est entre guillemets la génération qui est partie, les ans, et une génération un petit peu flop aussi. Donc la bonne génération, elle n'est pas encore arrivée à maturité, donc c'est un peu, puis peu dans un entre-deux spécial. Puis le contexte ne permet pas aussi. C'est pas comme dans d'autres clubs comme Benfica, par exemple, où quand t'as pas la pression de gagner le titre autant que nous, bah, tu peux pas te permettre de mettre un jeune et que ça marche pas. Ouais, je te rejoins. Faut que ça marche et forcément c'est plus compliqué. Je te rejoins. On va suivre avec attention. Il paraît que Matheus Nunes va être le prochain pari de Silas. Ok, je trouve plutôt bon d'ailleurs, mais c'est pareil, c'est qu'il a déjà il doit avoir 4 ans de plus que la génération 2002, donc c'est logique qu'il soit déjà meilleur aussi. Mais je pense que son niveau plafond est beaucoup, beaucoup plus bas que justement cette génération. Ok, je te rejoins plutôt. Ok les gars, je pense qu'on a été complet. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Donc voilà, donc merci Jordan, merci Sergio pour ta première. Merci à vous. Merci à toi. Donc voilà, on va finir sur ces belles paroles et vous dire que donc c'était le premier podcast premier podcast de Noël pour le Sporting et que donc il y aura les prochains qui arriveront au fur et à mesure. Donc merci à tous nos auditeurs. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur tous les réseaux sociaux et vous abonner à notre chaîne YouTube. Salut les gars. Salut. Salut.